Je me suis retrouvé sans parachute, sans travail, avec un loyer à payer, sur ma chaîne manga. Ma troisième vidéo, elle a fait 100 000 vues. Et en fait, pourtant, la vidéo, je te jure, hein, elle est éclatée au sous-sol. Hein, genre vraiment... Et que moi, quand j'entends une entreprise qui me dit qu'un youtubeur qui a 300 000 abonnés, il a pris 350 € pour une vidéo, c'est que je vous dis, mais écoutez, vous êtes tombé sur la merguez du groupe. Moi, je considère que si une entreprise, elle gagne pas assez avec un placement avec moi, c'est parce que son produit pue la merde. Enfin, qu'on se mette d'accord, ou qu'il l'intéresse pas. Faites comme moi, commencez la vidéo, vous insultez Mbappé et toute l'équipe, et ça marche très très bien. Hein. Avant de passer au podcast, si toi aussi t'as pas le temps pour créer du contenu vertical alors que c'est primordial pour se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Nexus Clip est la solution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les longues vidéos, détecter les moments clés et créer automatiquement des clips courts au format vertical accompagné de sous-titres animés. Parfait pour pouvoir créer du contenu court engageant. Pour cela, c'est très simple. T'as juste à créer un compte, sélectionner ta vidéo en question et Nexus Clip se charge de créer tous les verticaux les plus engageants possibles. Tu peux même driver ses recherches. Exemple tout bête, retrouve-moi le moment où je parle des techniques de vente les plus importantes. Et Nexus Clip te sortira les meilleurs verticaux possibles et engageants sur la thématique que tu viens de demander. Nexus Clip fait littéralement le travail à ta place et te fait gagner des heures. Si ça, c'est pas royal, et évidemment, on a une réduction pour toi, utilise le code créateur, ce qui t'offrira 10% de réduction sur l'offre mensuelle. Le lien est dans la description. Allez, on est parti pour ce podcast et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alex San, créateur de contenu sur YouTube avec plus de 100 000 abonnés dans la niche animé manga, mais également une deuxième chaîne dans la niche football avec quasiment 100 000 abonnés, également streamer avec plus de 10 000 abonnés sur Twitch, bref, un créateur de contenu qui ne s'arrête jamais de créer. On va pouvoir bénéficier de toute son expérience, son expertise et ses secrets. Pour en arriver jusque-là, bon visionnage. Aujourd'hui, on reçoit Alex San Foot qui nous parle du Real Madrid, qui a actuellement plus de 93 000 abonnés sur YouTube. Salut à toi Alex. Salut mon gars, ça va ? Ça va, on est là. Déjà, la première question, je suis désolé, elle est très dure, mais est-ce que tu as remis de tes émotions? Parce que j'ai vu ta dernière vidéo YouTube et elle était plutôt dure dans les mots. Un peu salée, ouais. Ouais, bah écoute, y a des claques parfois qui font mal, il y a des claques parfois on se relève pas et je t'avoue que même encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment le Real a pu se faire autant canardé par le Barça, quoi. Et encore canardé, c'est pour être poli, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai pas du tout dit des mots comme ça, mais pas du tout des mots comme ça. Et quand c'est pas ma chaîne, je suis en mode on va se calmer, tu vois. Tranquille. Mais justement, ma question par rapport à ça, c'est que est-ce que des fois tu manques pas un peu d'envie de faire des vidéos après ce genre de match, ou est-ce que justement c'est là où tu as vraiment besoin de parler et d'extérioriser par exemple ce qui s'est passé? Bah en fait, moi faut savoir que je suis un énorme fan du Real Madrid depuis que je suis tout petit, parce qu'en fait dans ma famille espagnole ça se transmet de père en fils, chose qui est quand même assez intéressant je trouve quand même à dire, mais surtout que en fait je suis un très mauvais perdant. Et en fait, avec eux, j'ai une relation toxique. C'est que je les aime autant que je les déteste. Et je les aime autant que des fois, ils peuvent me décevoir. Et quand ils me déçoivent comme ça, je suis obligé, en fait, de cracher mon venin et de dire tout ce que je ressens. Parce que, en fait, je suis conscient du potentiel qu'ils ont. Mais en fait, je comprends pas comment ils peuvent jouer comme des débutants parfois, faire autant d'erreurs. Et en fait, quand j'ai vu ce match-là, je pense qu'on l'a tous vu en Mondovision. Ça a été une humiliation totale et j'ai jamais vu ça. Enfin, moi, je l'ai dit dans ma vidéo, mais tu vois, le 6-2 de 2009... ou le 5-0 avec Mourinho par exemple en 2010, ça a été moins humiliant parce qu'à l'époque on avait des occasions, on savait jouer au foot un petit peu quand même, et le Real était en fin de cycle, etc., ou en début de cycle. Là t'es pas en début de cycle et en plus t'étais en finale d'une compétition, donc ça fait mal. Mais donc comme tu dis, je suis obligé de parler en fait, et ça me coupe pas du tout mon envie, parce que en fait je considère que là je peux apporter, alors même s'ils m'écoutent pas et qu'ils me connaissent pas, hein, mais je pense que tu sais, en parlant comme ça entre supporters, on peut imaginer des solutions, on peut imaginer des choses, et je trouve que c'est bien d'en parler même à froid ou à chaud. Dans tous les cas, il y a toujours des choses intéressantes à dire. Tu te rappelles de ta passion du Real Madrid avant que tu commences à faire des vidéos YouTube, et maintenant, est-ce que un peu en mélangeant ton côté passion et ton côté travail entre guillemets, parce que c'est aussi ton travail, est-ce que
bah, des fois, ça a un peu diminué ta passion, ou au contraire, ça l'a augmenté? C'est super intéressant comme question. En fait, pour moi, faire des vidéos sur YouTube, sur le réel, hein, ça a pas changé ma passion, ça l'a même peut-être encore plus amélioré, peut-être, je dirais. Parce que, mis à part le fait que maintenant, bah, depuis que je suis à mon compte, que je travaille pour moi-même et que, bah, du coup, forcément, entre mes différentes activités, j'ai de l'argent qui rentre et tout, bah, par rapport à l'époque où j'étais étudiant, par exemple, bah, j'ai qu'une envie, moi, c'est de prendre l'avion, d'aller à Madrid de plus en plus souvent, voir des matchs, de pourquoi pas faire des concepts là-bas, tu vois, aller interviewer des gens parce que je parle espagnol et tout, tu vois, ça pourrait être super cool. Et en fait, des fois, j'y pense. Et en fait, ça galvanise ma passion parce que justement, je transmets ma passion aux gens. Et je pense que tout le monde le ressent, dans la joie comme dans la défaite. Et en vrai, je pense qu'à force d'en parler tous les jours et tout, bah, c'est peut-être la plus belle chose que j'ai réalisée ces dernières années, tu vois. Ouais. Gagner des sous, ou du moins gagner ma vie en parlant du Real Madrid, qu'est-ce que je pouvais demander de mieux, tu vois. Enfin, à mon sens, il n'y a pas mieux. Clairement, c'est un rêve de gosse. Bah ouais. Mais si on pouvait retourner au début, quand tu t'es lancé, pourquoi justement tu t'es lancé sur YouTube? Qu'est-ce que t'as vu? Est-ce que à la base c'était pour rigoler un petit peu? Enfin, je dis rigoler, mais faire des vidéos sur ce que t'aimes. Mhm. Et après le côté monétisation, il est arrivé. Ou est-ce que dans ta tête, dès le début, tu t'es dit ça pouvait être une carrière? Alors, quand j'ai commencé YouTube, c'était en 2017 sur la chaîne Alexan, donc qui parle de manga et d'animé, de base. C'est la chaîne Alexan Foot, elle a 3 ans maintenant, 3 4 ans à peu près. En fait, la première chaîne, c'était vraiment fait en dehors de mes études, parce que pour l'anecdote, tous mes potes partaient en Erasmus, et moi, je devais partir à Madrid pour cet Erasmus-là, et mon père avait perdu son travail en même temps, pour plein de questions, et du coup, ça fait qu'on n'avait plus d'argent. Enfin, mes parents n'ont jamais été très riches de base, donc on n'avait pas l'argent pour me payer le loyer Erasmus. en Espagne et tout. Et en fait, je me suis retrouvé un peu seul, et du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube Alexan, histoire de passer le temps, pourquoi pas, ben, parler de manga un petit peu, qui est mon autre passion. Et en fait, je pensais pas du tout à vivre de ça. Et en fait, c'est arrivé petit à petit, parce que la première année, j'avais passé les 10 000 abonnés, et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, ben, arrivé le Covid, j'avais lancé ma chaîne foot, mais je l'ai très vite arrêté parce que bah, c'était le Covid et j'avais pas le temps, parce que je faisais mes stages, mon mémoire en même temps. Et après que le Covid était fini en 2021, j'ai lancé la chaîne foot pour de vrai. Et là, en fait, de l'un dans l'autre, la vie a fait que, je vais pas tout expliquer ici, mais la vie a fait que je me suis retrouvé sans parachute, sans travail, avec un loyer à payer. Et en fait, bah, j'ai lancé ma société de freelance à côté en communication. YouTube, ça prenait de plus en plus. Et en fait, les deux chaînes ont monté. Et surtout la chaîne foot qui a eu une montée assez drastique, mine de rien. Et du coup, bah, aujourd'hui, je joins les deux bouts plus que les deux bouts. Et voilà, quoi. Ça s'est fait un peu comme ça. Sans prétention, sans ambition de base. Mais en fait, l'ambition m'a plus rattrapé qu'autre chose, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu ça. Ouais, donc au final, tu t'es retrouvé un petit peu dos au mur et t'as dû faire remonter les chaînes, Ah quoi. bah, je charbonne, hein. J'ai charbonné. Ouais, bah écoute, c'est ce qu'il faut. Et bah du coup, après, est-ce que t'as encore continué ta société entre guillemets de communication, ou là t'es à 100% que sur YouTube? Bah en fait, je fais des missions de temps en temps. Après, j'ai un client régulier depuis 2021, qui était d'ailleurs, pour l'anecdote, mon entreprise qui m'avait pris en stage. Ouais. Fan master. Du coup, c'est que j'étais assez bon en stage pour leur montrer que voilà, si jamais ils avaient besoin de moi pour faire l'émission, etc., prenez-moi en freelance à côté. Après le Covid et tout, enfin, ça s'est fait un peu comme ça, c'est eux qui m'ont proposé. Et du coup, bah, j'ai fait quelques missions par-ci par-là, et puis globalement, ça se passe bien. Il y a des périodes, des fois, où je peux me permettre d'avoir un peu moins de clients, des fois j'en prends un peu plus. En fait, ça dépend de mon feeling, parce que c'est des missions qui prennent pas trop de temps, tu vois. Ok. Et vu que j'ai acquis l'expertise avec le temps, ça me permet de maximiser mon temps là-dessus. Et derrière, bah, je suis full sur YouTube et tout, tu vois. Et finalement, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, à part les vidéos, c'est plus ma prépa marathon et la salle de sport qu'autre chose, hein. Aujourd'hui, c'est plus ça. Bah justement, on va rentrer en détail dans ce que tu viens de dire. C'est quoi ta journée type en tant que YouTuber? Bah, par exemple, je me lève le matin, moi en général c'est 9h, hein. Genre, je me lève à 9h, parce que je me couche très tard, donc du coup, tu vois, je contrebalance un peu. À 9h, je réponds aux mails, je check s'il n'y a pas des OP à faire, machin. Ouais. Je regarde, par exemple, si je dois faire une petite vidéo foot, en général, je la tourne le matin, ou très tard le soir pour le lendemain, mais en général, si j'ai pas eu le temps, je le fais le matin. Comme avec toi, j'organise les tournages podcast, tu vois, le matin, Ouais. comme ça au moins on va dire que le matin, je fais les trucs les plus chill, les plus sympas. Et après, bah, en général, je finis la matinée à la salle de sport, et l'après-midi, c'est exclusivement dédié à tout ce qui va être écriture de vidéo.
pour les deux chaînes, les sketchs pour Instagram, des petits tournages en fin d'après-midi. Et après, avant je faisais Twitch, mais j'ai totalement arrêté Twitch là, c'était ma nouvelle décision de début d'année pour gagner plus de temps sur les trucs les plus importants. Et après, bah, j'écris un roman aussi, donc j'essaie d'allouer une petite heure ou deux à ça. Et après, ben, le soir, j'essaie de chiller, hein. Ou alors, quand il y a les matchs du Real, ben, il y a les débriefs, hein. Ouais. En fait, je suis très tourné, tu remarques, je suis très tourné passion travail. C'est vrai que je m'accorde pas non plus énormément de temps chillax, mais en fait, c'est parce que j'aime tellement ce que je fais que pour moi, c'est pas du travail. Donc au final, voilà, après je sors voir mes potes comme tout le monde, hein, mais globalement, c'est plus sport, travail, quoi. Mais là, tu as parlé de ta chaîne manga et t'as ta chaîne foot. Ouais. C'est laquelle des deux, par exemple, qui te prend le plus d'énergie et le plus de temps? Et si toi aussi tu veux réussir sur YouTube et en faire un business viable, ou alors que tu es un professionnel et que tu aimerais accroître ton business grâce à YouTube, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On va te donner toutes les clés. En fait, paradoxalement, hein, il y en a une qui sort plus de vidéos, quasiment une par jour. C'est la chaîne foot, mais elle me prend pas tant d'énergie que ça. Et par rapport à l'autre, où je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Bon, là, j'ai pas sorti de vidéo depuis un mois, mais j'en ai une qui sort ce soir. Mais en fait, c'est des vidéos d'un côté qui sont très qualitatives sur l'écriture et la forme, parce qu'elles demandent du temps de tournage, de montage et des recherches sur les mangas pour faire des analyses détaillées et tout, tu vois. Et l'autre, sur le foot, elles sont qualitatives, je trouve, dans le fond que j'apporte, mais en fait, les vidéos sur la forme, on va pas se mentir, les vidéos sur la forme, dans le YouTube foot, en vrai de vrai, t'as pas besoin de faire des trucs de fou, parce que le public s'en fout, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que quand t'es sur YouTube, suivant la cible que tu vises, bah en fait, t'en as, ils s'en foutent d'avoir un montage exceptionnel. T'en as d'autres qui ont le cerveau tellement bousillé par TikTok, qui ont besoin d'avoir un montage épileptique, qui ont besoin que tu leur mettes du son, que tu leur mettes des images partout pour rester concentré. Sur le foot, tu peux parler sans images, tant que t'es percutant dans tes propos et que t'es intelligent, intéressant et que tu montres que tu t'y connais en football. Les gens s'en foutent parce qu'ils sont là pour t'écouter avant tout. Ils sont pas là pour voir un mec, enfin ils sont pas là pour voir Spielberg, tu vois. Ouais. Et t'as l'impression que dans le YouTube manga, jeux vidéo, etc., t'es obligé d'avoir un montage ultra clean tellement les gens aujourd'hui sont détruits au niveau du cerveau, quoi. Mais globalement, la chaîne foot, elle prend pas beaucoup de temps parce qu'en fait, je maîtrise tellement entre guillemets bien le sujet, sans prétention, que du coup, les vidéos sont tournées très vite. Et après, le montage, je fais quand même un truc assez clean. Quand je fais les débriefs de match, par exemple, t'as mes diaporamas avec les flèches, avec tout est à l'écran, en fait. Donc, ça illustre mes propos assez bien et j'ai même pas besoin de faire un gros truc après montage. Mais du coup, sur les deux chaînes, t'as deux stratégies différentes, parce que j'imagine que la chaîne foot, elle est basée sur de l'actualité. Sur ta chaîne manga, j'imagine que des vidéos que, par exemple, t'as fait il y a 2 ans, elles font encore des vues aujourd'hui. Et du coup, t'es plus dans un truc un peu immortel où peut-être dans 3 ans, tu toucheras encore des revenus des vidéos d'il y a 3 ans, quoi. Ouais, t'as tout compris. En fait, c'est pour moi, et ça c'est aussi la base de la com et tout, tu vois, c'est définir sa cible, définir son audience et définir la stratégie à court, moyen, long terme. Et c'est vrai que le football, de toute façon, tout le monde le voit, quand tu fais un débrief de match, sur le moment, ça a cartonné parce que c'est ce qu'on appelle le référencement. Les gens, ils vont chercher ça sur l'actualité pour voir les buts, voir les pronostics, voir les trucs comme ça, ou les analyses de leur match préféré. Et après, bah, 3 jours après, bah, il y a déjà beaucoup moins de recherches sur le match. Donc même si les gens aiment les équipes, au bout d'un moment, un match, il a plus de buzz. Même un Real Barça aujourd'hui, peut-être que je vais encore en parler cet après-midi, mais tu vois, après, dans 3 jours, on n'en parlera plus. Et c'est ça, c'est l'effet de buzz, c'est l'effet de hype qu'il faut maîtriser sur les réseaux. Et quand tu fais de l'actu, c'est hyper important de sortir l'info le plus vite par rapport à la vraie info quand elle est sortie. Et après, quand tu as une stratégie avec de l'intemporel, ce qu'on appelle, ouais, on va dire que tu mises sur le long terme avec des vidéos d'un concept qui va revenir. Comme ça, les gens qui sont abonnés il y a un an, enfin, ou dans un an ou dans 2 ans, bah, ils se diront, ah, c'est marrant parce qu'il a fait la même DA il y a 2 ans et j'ai beaucoup aimé ces vidéos-là. Du coup, je vais aller voir sa progression, voir les autres vidéos parce que ça m'intéresse. Et en fait, c'est 2 stratégies différentes qui demandent quand même du temps parce que ma première chaîne, c'est une restructuration totale que je fais en ce moment. Et je sais que ça va payer sur long terme. Donc en fait, à voir. Peut-être que ça marchera pas. Mais en attendant, les gens sont plutôt contents. Et puis, c'est 2 stratégies de contenu en fait. Au bout d'un moment, il faut s'adapter. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir 2 approches, histoire d'être le plus, tu vois, complet possible à la fin de ton expérience YouTube et de pas regretter, quoi. Ok. Mais je pense que ce sera côté manga. Mais est-ce que tu te rappelles ta première vidéo qui a explosé, qui a changé un peu ta chaîne? Et selon toi, par rapport aux autres vidéos d'avant, pourquoi celle-là, elle a explosé? Alors, c'est un peu particulier parce que
Déjà, combien pour toi, c'est quoi exploser? C'est genre 100 000 vues? Bah, je sais pas, vraiment une vidéo qui, par rapport à ce que tu avais fait avant, je sais pas si par exemple tu étais à 300, 400 vues sur les précédentes, et celle-là était en 10x, bah, je sais pas, elle a fait 10 fois plus de vues que les autres. Bah, en vrai, ça va être con, hein, mais sur ma chaîne manga, ma troisième vidéo, elle a fait 100 000 vues. Alors, du coup, je venais à peine de commencer, mettre un orteil dans le milieu. Ma troisième vidéo, paf, 100 000. Je fais, ah ouais, d'accord, c'est ok. Et en fait, pourtant, la vidéo, je te jure, hein, elle est éclatée au sous-sol. Hein. Genre vraiment, enfin, je commençais à peine, j'ai posé mon iPhone à l'arrache, j'avais pas de décor, j'avais pas trop bien parlé, j'ai balancé 2-3 vannes dedans. J'ai parlé d'un sujet en plus qui était un peu pété, mais en fait, à l'époque de YouTube 2017, il y avait tellement pas de sujet vraiment intéressant sur YouTube dans certaines niches qu'en fait, dès que toi t'en posais un, ça sortait tout de suite du lot, tu vois. Je dis pas qu'à l'époque, les gens, les youtubeurs, c'était des merguez, mais t'avais quand même, tu vois, un certain problème t'avais un certain problème d'imagination, quoi. Les gens, ils faisaient tous la même chose, genre, ils faisaient tous des let's play. À l'époque de ma chaîne manga, je parlais beaucoup de Pokémon, par exemple. Bah, les gens faisaient que des let's play sur Pokémon. Donc moi, je suis arrivé, j'ai fait un sujet sur Pokémon. J'ai pas parlé de let's play, j'ai parlé de l'animé, et rien que ça, déjà, avec une vidéo, tu vois, avec un petit débat intéressant. Bah en fait ça a titillé la curiosité des gens parce qu'ils se disaient mais on en a marre de voir les mêmes vidéos sur les mêmes jeux et il y a un mec qui parle de l'animé, bah pourquoi pas, tu vois. Et en fait c'est la même réflexion que j'ai eue sur le foot. En 2021 tout le monde parlait je sais pas, que des mêmes choses, et moi je me suis dit bah vas-y, je vais faire alors je sais plus c'était quoi exactement, mais j'avais fait une vidéo à l'époque et en fait elle avait grave marché et ça m'avait grave aidé, tu vois. Mais je pense que ma vidéo qui m'a le plus propulsé sur le foot, c'était mon débrief sur Manchester City Real Madrid, la remontada. Parce que j'ai un extrait qui a beaucoup été repris, même sur des gros médias foot et tout, parce que j'avais commencé le débrief en fait et j'avais fait un bamos, tu vois, mais genre j'avais crié de ouf. Et en fait, je pleurais aussi en même temps parce que j'étais tellement aux larmes en fait de ce match-là que ça avait fait pas mal pas le buzz, mais ça avait beaucoup touché les gens. Et la vidéo, elle avait fait 80 000 vues, je crois, en même pas une soirée, quoi. Tu vois? Exceptionnel. Et en fait, les gens étaient marqués par mon émotion. Et en fait, du coup, ça avait pas mal aidé la chaîne à grimper après derrière, tu vois. Ok. Les émotions. Ouais, après, on est transparent. Moi, j'ai toujours dit que je me cachais pas. Ça peut faire grandir une chaîne, donc ne vous gênez pas pour les exprimer. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu penses de l'avenir de YouTube? Parce que notamment, tu viens d'en parler, en 2017, peut-être on était moins nombreux déjà. Là, il y a beaucoup plus de monde. Il y a pas mal de TikTokers, je vois, qui se sont lancés sur TikTok. Après, dès qu'ils ont une audience, ils basculent sur YouTube également. Tout à l'heure en off, on en parlait, il y a des médias traditionnels que les gens y regardent. Comment on arrive à se glisser dans le quotidien de quelqu'un avec tout le choix qu'il peut avoir sur Internet ou à la télé, à la radio, les podcasts, etc. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à 2017, on en revient toujours à ces périodes-là. Pour moi, les périodes clés de YouTube, c'était 2010 environ, 2016-2017 et vraiment aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui encore, il y a de la place pour tout le monde. N'importe qui peut se lancer sur YouTube et n'importe qui peut aller à 100 000 abonnés, je pense, en quelques années, voire même en un an, hein, ça dépend. Il y en a, ils y arrivent très vite et tout. C'est une question aussi d'opportunité, de chance, de faire le bon sujet au bon moment. Et en plus, avec l'algorithme YouTube aujourd'hui qui a quand même tendance à pousser vers le haut les nouvelles chaînes, pour peu que tu fasses du contenu qualitatif, avec TikTok, les médias, etc., comme on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est dommage, enfin, ce qui est un peu chiant, c'est que les gens suivent le foot depuis des années. On prend le cas du foot. Et donc forcément, ils ont déjà leurs habitudes. Ils matent un match, ils vont suivre l'after de Bein Sport, ils vont suivre l'after RMC, ils vont suivre l'after de l'équipe 21. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, ils ont déjà leurs habitudes, les têtes qu'ils veulent écouter, les avis de gens qu'ils aiment et tout. Donc c'est compliqué de se faire une place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, pour réussir, il faut vraiment être vraiment partout, dans le sens où tu fais des vidéos YouTube, mais il faut aussi être sur TikTok. Genre, je sais pas, tu as une vidéo YouTube, tu la découpes en plusieurs morceaux, tu la mets sur TikTok, tu renvoies TikTok à YouTube, et pourquoi pas, tu crées un Instagram foot, ou tu crées une page Facebook, ou tu crées un truc où les gens, en fait, à force de te voir, ils vont se dire, c'est marrant, ce mec-là, je le vois souvent. Il parle de sujets qui m'intéressent, donc pourquoi pas. Et même si c'est une fraction de seconde, moi, la seule chose que je conseille aux gens, c'est de ne jamais rien bâcler. Surtout sur le fond des choses. La forme, tu peux l'améliorer avec le temps, parce que un youtubeur, il sera jamais parfait dès le début, et même encore aujourd'hui, après 10 ans, t'es pas parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, au-delà de ta qualité sonore et la qualité de ce que tu proposes, c'est vraiment
le fond des choses, ce que tu racontes. Et ça, les gens l'oublient. C'est pas en masquant la misère avec un beau montage que tu vas passer pour un génie. Et le but, c'est pas de passer pour un génie, ni de quelqu'un supérieur à quelqu'un d'autre. C'est vraiment de dire des choses concises, intéressantes, et qui soient précises en fait. Si tu apportes de la valeur, les gens le remarqueront tout de suite. Alors, on est dans un milieu où le foot, on sait reconnaître ceux qui connaissent le football de ceux qui sont des footix. Et en fait, du moment que tu passes pour un footix après une vidéo ou pas, c'est assez dur quand même de relever la pente derrière, hein. Ou alors faut vraiment te rattraper, tu vois, avec de bons avis ou du moins des bons arguments. Mais en général, les gens footix, malheureusement, ils le sont. C'est ancré quoi, tu vois. Et même s'ils s'en rendent pas compte. Mais alors que pour moi, le plus important, c'est vraiment de vouloir sortir du lot par sa personnalité et surtout par un bon fond. Et si vous arrivez à faire ça, avec le temps et la patience, vous pouvez avoir une audience. Et en fait, tu l'as dit tout à l'heure, sans faire exprès peut-être, mais en fait, pourquoi les gens devraient venir te voir? Et ça, c'est le genre de questions que tu devrais te poser avant de créer ton contenu. Genre, qu'est-ce que je peux apporter à la plateforme? Pourquoi, si j'étais le public, pourquoi je cliquerais sur moi-même? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui, complètement. Et en fait, c'est une question con, mais qu'il faut se poser. Et genre, pourquoi les gens viendraient me voir moi au lieu d'un autre? Par exemple, tu vois, moi avec mes débriefs et tout, je sais que les gens viennent me voir, au-delà de ma personnalité quand le Real perd ou quand le Real gagne et mon expressivité, etc. C'est parce que je sais que je peux apporter quelque chose d'un bon niveau, avec mes diaporamas, mes analyses tactiques, etc. Chose que les gens ne font pas. Ou je sais qu'il y a très peu de gens qui le font. Les gens en général, ils posent leur caméra, ils analysent pas grand-chose, ils illustrent pas grand-chose, ils mettent ça en ligne et terminé. Là où moi, peut-être, j'ai cherché le propos plus loin, j'ai peut-être apporté un regard sur le match que les gens n'ont peut-être pas pensé. Et c'est intéressant d'avoir un point de vue différent de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait la différence. Enfin, après, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais... Oui, totalement. Je me suis totalement identifié à ce que tu as dit. Et je vois aussi l'évolution, entre guillemets, avec... avant où, entre guillemets, le public te trouvait facilement. Parce qu'il y avait un mec par équipe qui faisait des débriefs, par exemple. Ouais. Donc, forcément, ils étaient obligés de tomber sur toi. Et maintenant, où il y a plusieurs personnes, donc il faut que tu fasses en sorte d'être au-dessus des autres par X ou Y moyen, que ça soit la qualité, que ça soit la façon dont tu traites les sujets, etc. Clairement, on est dans une stratégie de différenciation où il faut vraiment te faire remarquer par rapport aux autres, parce que sinon, comme on a dit par exemple, je me rappelle plus que c'était qui, je crois que c'était peut-être Riles quand il est passé. À l'ancienne, tu mettais une vidéo de débrief. Ah non, je crois que c'est le Guito. Tu mettais une vidéo de débrief, sa vidéo, elle est montée à 112K. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut faire ça aujourd'hui. Si t'es personne, entre guillemets, enfin, les gros youtubeurs, ils le font. Mais lui, je me rappelle, de base, il a dit sa chaîne un jour au début. Il a posté un débrief et il s'est réveillé. Le lendemain matin, il y avait 112 000. Ça, c'est plus possible. Alors, je vais pas dire que c'est pas possible, parce que ça reste possible, hein, mais c'est sûr, c'est plus rare. Après Loguito, c'est encore un cas particulier, mais avec sa chaîne Barça et tout. Mais le truc, c'est que le Barça, ils ont un public, par exemple en France, qui sont un peu plus grands que celui du Real Madrid. Moi, je remarque en tout cas les chaînes Barça ont peut-être un plus gros public, un plus gros engouement Barça, peut-être grâce à leur époque 2008-2012. Je pense aussi, il y a un truc comme ça, ou même jusqu'à 2015, on va dire, avec Lionel Messi et tout. Mais le Barça ou le Real, ou même n'importe quelle grosse équipe, hein, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de youtubeurs qui grattent des parts un peu partout. Genre, à l'époque, t'avais juste le youtubeur Barça qui parlait du Barça, le youtubeur Real Madrid qui parlait du Real Madrid. Après, t'avais Riles qui a commencé à faire Real, Barça, PSG. Moi-même, je parle des fois du Barça de temps en temps ou de d'autres équipes. Ça dépend, ça peut arriver. Hein, parce que la passion, voilà, tu parles de ce que tu veux. Mais en fait, à l'époque, c'était très sectaire. Là, aujourd'hui, l'immigré parisien, par exemple, qui parle que du PSG de base, il s'est mis à parler du Real parce qu'il y a Kylian Mbappé qui est parti au Real. Et du coup, ça fait que... Après, il peut gratter des parts et tout, mais en fait, c'est une réalité. Quand t'as 1 million d'abonnés, après, je vais te dire la vérité, quand t'as 1 million d'abonnés, tu peux faire un peu ce que tu veux. Parce que toi, t'es déjà ancré dans la tête des gens. Moi, je pense à un mec qui commente des matchs. Je parle pas de débrief, je parle de commenter les matchs. Je pense automatiquement immigré parisien. Si je veux analyse tactique, je pense automatiquement à Willow, par exemple. Et tu vois, c'est ce genre de trucs, ou à l'actualité, à TMF. En fait, c'est des gens, c'est que quand t'es ancré dans le quotidien des gens, t'as tout gagné, en fait.
Et tu vois, c'est pour ça que quand on parle de Real Madrid, il y a souvent Riles qui sort, il y a souvent moi qui sort, il y a souvent d'autres gens, Chronique Foot, qui peuvent sortir. Et en fait, c'est comme ça que, petit à petit, tu construis un public. Et que tu, entre guillemets, passes au-dessus de la concurrence parce que les gens veulent ton avis sur ce sujet-là. Et comme les gros youtubeurs après derrière, par contre, bah, commencent à parler de plein de choses, bah, les vues se divisent en fait. Et malheureusement, c'est sûr qu'il y a moins la place de faire 100 000 vues. Mais après, est-ce que c'est lié à ce qu'il y a des gros youtubeurs qui en parlent? Moi, je pense que c'est surtout lié à la multiplicité des plateformes, multiplicité des canaux en fait. Et TikTok a fait énormément mal à YouTube à ce niveau-là. Mais justement, en parlant de l'immigré parisien, parce que quand il était venu dans le podcast, il en avait parlé justement. Et on lui disait que par exemple sur notre chaîne Paris Central, bah, qu'on était bloqué entre guillemets parce que bah, on n'arrivait plus à remonter. Genre les premières années, tu montes et après on avait une sorte de plafond. Et il nous disait, bah, les gars, si vous restez que sur le PSG, bah, ça y est, c'est fini. Il y a une audience limitée, il va y avoir un plafond. Il faut aller chercher d'autres audiences. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et c'est pour ça aussi que nous, on s'est diversifié, qu'on a créé Foot Central à côté. Comme ça, on peut aller chercher d'autres audiences. Parce qu'on sait que un seul club, à part peut-être pour vous, par exemple le Real ou le Barça, vous êtes beaucoup à être à plus de 100 000 abonnés. Mais côté parisien, je crois qu'il y a que l'immigré qui a plus de 100 000. En fait, c'est vrai que c'est difficile parce que, comme tu dis, voir des youtubeurs au-dessus de 100K, ça paraît banal de base, mais en fait, quand tu creuses, il n'y a pas tant de chaînes que ça qui ont 100 000 abonnés. En fait, par rapport à la masse, forcément, comme à force d'en voir des chaînes à 100K, on se dit qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, si tu compares le nombre de chaînes à 100K par rapport au nombre de chaînes sur YouTube qu'il y a, c'est un pourcentage qui est très 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 bas. Et c'est ça que les gens oublient, c'est qu'il y a des gens malheureusement qui n'y arriveront jamais, des gens qui sont arrivés facilement, mais en fait à force de ça, on croit que c'est facile, alors que pas du tout. Et c'est vrai que comme l'a dit ton collègue, enfin comme a dit l'immigré parisien, si tu restes que sur une seule niche, au bout d'un moment la niche tu l'as un peu essorée. Et c'est un peu le même problème pour tous les secteurs en fait, que ce soit le secteur technologie, le secteur sport, le secteur manga, secteur jeux vidéo. Après, t'en as qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Et c'est pour ça aussi qu'après, il faut aussi comprendre que dans une niche, il y a des sous-niches. Genre le football, c'est une niche à part entière. Mais t'as le football français, football anglais, football espagnol, etc. Et ça, les gens l'oublient. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est aussi lié à la langue française. La langue française, oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu touches les Canadiens, c'est que tu touches les Belges, tu touches aussi les peuples africains. Mais en fait, mine de rien, la francophonie, même si elle paraît immense, bah en fait, la francophonie n'est pas exclusivement intéressée par le football. Et ça fait que, mine de rien, bah, tu crées des limites. Sinon, on aurait tous facilement le million d'abonnés, ce serait génial au passage, hein. Mais mais c'est vrai que c'est complexe par rapport, par exemple, aux hispanophones ou simplement aux anglophones, parce que eux, ils ont un terrain de jeu, mais qui est exceptionnel. On se rend pas compte. Et nous, on est un peu limité par ça aussi, hein. Mais dans ta stratégie de différenciation, comme on en parlait, quel est ton processus pour trouver de nouvelles idées de vidéos? Je sais pas, par exemple, trouver un nouveau concept qui va te séparer des autres pour te faire remarquer, ou est-ce que, par exemple, t'as déjà établi entre guillemets, des templates, comme, je sais pas, Alex de Castro, par exemple, qui était venu également, qui nous disait qu'il faisait une série Unpopular Opinions, et à chaque fois, il changeait juste les invités, mais il savait que dans le mois, il avait déjà cette vidéo-là qui allait tomber, et ça lui faisait déjà une vidéo... bah, c'est un truc à lui, qu'on sait que c'est le truc d'Alex de Castro, et bah, il n'a pas à se casser la tête pour trouver un nouveau concept. Bah, en fait, YouTube, c'est particulier parce que pour moi, t'as pas besoin de réinventer la roue, en fait. YouTube, tu peux très bien faire la même chose que le voisin, tant que tu le fais à ta sauce, c'est très bien. Après, le problème, c'est que il y a toujours ces histoires de ouais, il me plagie, mais en fait, au bout d'un moment, tu peux pas inventer un concept, ou du moins, il y a moi, par exemple, tu vois, dans le YouTube manga, j'ai fait énormément de concepts, énormément de choses que je sais, il y a que moi qui peux le faire. Après, ou du moins si on me le reprend, bah ce sera pas pareil, tu vois, ce sera pas pareil. Après, dans le YouTube foot, bah en fait, le problème c'est que tu tournes vite en rond. Actualité, des débats, une populaire opinion, etc. Parce que les populaires opinions, c'est pas un truc exclusif au foot, tu vois, c'est un truc qui s'est approprié et qui marche très bien sur sa chaîne. Ça, parce que des fois, je la regarde souvent, ces vidéos. Mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est qu'il faut trouver sa patte, il faut trouver ce qui te convient le plus, et en fait, affiner ce truc-là.
Moi, je sais que ce qui me convient le plus sur le YouTube Football, c'est rebondir spontanément sur une actualité ou simplement mettre des fois des petites piques, mettre des petites vannes à l'intérieur, etc. de manière très spontanée. Parce que mes vidéos, je les écris pas. Sur le football, je les écris pas. Il y a que mes avant-matchs, évidemment, qui sont déjà faits avec mes diaporamas, comme je te l'ai expliqué, ou mes débriefs, bien sûr, qui sont faits dans la spontanéité, mais épaulés par les diaporamas tactiques et les screens que j'ai pris dans le match. Mais sinon, à part ça, en fait, créer des formats, ça peut être utile si, imaginons, comme Alex de Castro, tu veux pas trop te casser la tête. Tu veux mettre en place un truc qui revient souvent, et après, de temps en temps, tu fais une vidéo sur l'actualité, t'en parles plus. Mais si, imaginons que t'es comme moi, t'es focus sur l'actualité, bah dans tous les cas, t'as pas spécialement besoin de créer du format. À part si tu veux aussi, au pire, faire comme TMF, le journal de TMF qui revient tous les jours, il traite de plein d'actualités et les gens ont associé ça au journal de TMF. Tu vois, pour moi, en fait, c'est une question de branding, de stratégie et simplement d'envie aussi. Parce que t'es pas spécialement obligé de créer des formats, etc. Ça, c'est vraiment comme tu le sens. Et en fait, si ta chaîne a besoin de formats pour marcher, pourquoi pas. Mais t'en as d'autres comme Riles, par exemple, où il a pas besoin de format. Willow, pareil, il a pas spécialement de format. Willow, après, c'est un truc qu'il adapte. Et avec De Castro, il a raison. C'est un truc que tu adaptes, en fait. C'est assez polyvalent. Mais tu disais que tu étais focus sur l'actualité. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pas épuisant? Parce que quand je pense à toutes mes chaînes YouTube, elle est plus épuisante, c'est celle qui suit l'actualité. Parce que, par exemple, tu vois, ce podcast-là, bah, on est un petit mardi, 11h, on a prévu ça avant. Entre guillemets, on tourne le contenu à l'heure qui nous arrange, etc. L'actualité, je me suis déjà surpris, par exemple, à être posé avec ma femme à regarder un film ou je sais pas quoi, ou être au cinéma, et quand je rentre minuit, il s'est passé un truc, faut que j'aille tourner quelque chose. Et ça, c'est un petit peu plus fatigant qu'une chaîne, par exemple, je sais pas, peut-être sur ta chaîne manga, où tu gères ton temps tranquillement, et c'est toi qui fais le contenu, et c'est pas le contenu qui te fait. Je sais pas tu vois ce que je... Je vois entièrement ce que tu dis. Après, comment je peux dire ça? Après, c'est aussi à toi de gérer, on va dire, quelle actu tu traites ou pas. Bien sûr, s'il se passe une grosse dinguerie, je sais pas, je vais dire une connerie, 1h du matin, Vinicius Junior ici en Arabie Saoudite. Mais évidemment que je vais être là, je vais sortir de mon lit, je vais allumer la caméra, la tête dans le cul, et je vais être sûr que je vais la tourner cette vidéo, que je vais la sortir. Mais parce que je peux pas attendre le lendemain, là c'est un truc trop gros. Après, si c'est un truc du style Jude Bellingham s'est fait les croisés, bon, je vais attendre le lendemain matin parce que bon, à 1h du matin, c'est pas non plus, tu vois, ça dépend, mais si c'est très grave, évidemment, hein. Parce que Jude Bellingham qui se fait les croisés, je peux te dire que j'abandonne la saison tout de suite, hein. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a aussi grosse actu et actualité qui peut se permettre d'attendre un peu, mais en gros, c'est aussi pour ça que, tu vois, moi, j'ai prévu cette année de sortir petit à petit de l'actualité. Garder ça plus peut-être pour les débriefs en général et après bah pour les choses un peu spontanées, mais moi surtout faire des documentaires football, tu vois. Mais après il y a aussi un problème dans le YouTube football que je pense mes collègues t'ont peut-être déjà dit et que t'as peut-être déjà constaté. Strike. Et merci, les strikes. Et en fait le problème des strikes, c'est que ça pardonne pas une fois que ça arrive. Et que ce soit l'UEFA, la FIFA ou n'importe quel ayant droit, le problème c'est que comparé au YouTube manga animé où tu peux même dans les séries et tout, jeux vidéo, mettre des cinématiques, tu peux mettre des extraits d'animés ou du moins tu les coupes un peu, tu mets un filtre, tu retournes l'image, tu zoomes, t'as là des solutions pour passer entre les mailles du filet. Là, le football, bah en fait, tout ce que tu pourrais faire comme documentaire, etc., bah on a vu, c'était qui? C'était Compte de foot ou Max de foot qui s'est fait striker, qui doit tout recommencer à zéro. Honnêtement, ou même Aliotop, t'as pas envie en fait de subir ça. Moi des documentaires sur le Real Madrid, pour donner l'anecdote, j'en ai plein déjà écrits. En fait, ils sont écrits, il y a juste à les tourner et les monter, ce qui est déjà énorme. Mais ils sont écrits, ils sont prêts. Mais le problème, c'est que même au-delà des archives et tout, t'as des choses qu'en fait, moi, ça me fait peur de poster parce que je me dis, ok, peut-être que ça va marcher pendant quelques temps, mais j'ai pas envie que dans 6 mois, j'ai la Liga qui me strike ma chaîne pour X raisons et qui me disent, bon, allez, au bout de 3, tu perds 5 ans de travail, 6 ans de travail. Ça me ferait chier. Et honnêtement, le problème, c'est que quand tu vois les grosses chaînes qui se font rattraper par la patrouille, bah ça fait chier. Et le pire, c'est que pourtant, tu le fais à titre informatif. Oui, c'est sûr, tu gagnes de l'argent, mais si tu le fais à titre informatif, veut dire un documentaire sur sur une équipe à une époque de 1980, je suis pas sûr que la Liga elle gagne encore des choses sur ça, tu vois, aujourd'hui. Et pourtant, elle te strike. Quand je vois les vidéos qui datent de 2006
sur Thierry Henry par exemple, Première Ligue, qui se fait striker, à un moment donné ça y est, tu vois, enfin faut doser quoi. Et le problème c'est qu'on n'a pas cette liberté artistique et malheureusement tu fais pas un documentaire avec des images fixes. Tu vois. Ah mais je pense que YouTube doit travailler là-dessus, en fait qu'il y ait des ayants droit, ça je peux le comprendre, le contenu il appartient à certaines personnes, mais je pense qu'il devrait y avoir peut-être limite en partage de revenus où les ayants droit ils touchent un pourcentage sur ce que tu as gagné à la limite. Bien sûr, bien sûr. Mais ils devraient trouver une solution là-dessus parce que dans toutes les autres niches, moi je connais des gens qui font la même chose sur de l'UFC, sur d'autres sports et il y a ce problème-là vraiment que dans le foot. Même sur la NBA qui est une grosse ligue, ils ont une vision un peu plus libertaire entre guillemets de la chose où ils te disent bah entre guillemets vous faites la promotion de notre contenu, ça nous va très bien. Il y a vraiment que dans le foot et vu la taille entre guillemets de l'audience qu'il y a dans le foot et que c'est vraiment un truc mondial, il y a des audiences en Inde, en Asie, etc. Je pense vraiment que YouTube devait travailler là-dessus pour peut-être à la limite, comme je t'ai dit, faire un partage de revenus. En fait, moi ce qui m'énerve, et ça je pense qu'on l'a tous vécu sur YouTube, ta vidéo elle fait 10, 15, 20 minutes, peu importe. T'as 1 ou 2 secondes d'extrait en trop, ou t'as 1 ou 2 secondes de musique. Et là, ils te prennent toute la monétisation, voire ils te bloquent la vidéo pour 2 secondes. Genre les gars, faut doser 5 minutes. Genre, je fais un travail de fou, et vous me bloquez pour 2 secondes. Et ça, YouTube, tu vois, c'est pas juste pour ça. Ils devraient arbitrairement dire, comme tu l'as dit, soit il y a un partage et on vous file un pourcentage, machin, mais hors de question de bloquer une vidéo pour un petit extrait. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais fait des petites vidéos sur Kai Havertz, à l'époque où je jouais au Bayer Leverkusen. J'avais fait une autre vidéo sur un autre, je crois sur Florian Wirtz, ou Moussiala, je sais plus un des deux, ou même les deux. À l'époque, quand je faisais un peu de vidéos un peu plus présentation de joueurs de plein de clubs et tout. Et en fait, mes vidéos avaient été bloquées, mais genre un jour après par la Bundesliga, mais directement la Bundesliga. Pour peut-être aller 3 minutes d'extrait sur une vidéo de 12-13 minutes, tu vois. Ça fait un quart de la vidéo, mais même pas de partage de revenus, c'est bloqué instant. Et j'avais passé peut-être quelques heures à faire mes vidéos, au final pour rien. Mais c'est dommage. Bah, le pire, c'est quand ça te rattrape des mois, voire des années plus tard, parce que moi, par exemple, je crois que c'est Logito qui disait qu'il les mettait sur YouTube, il attendait 48-72 heures. S'il y avait un strike, bah du coup, il retournait sur la vidéo, il retirait la partie entre guillemets qui posait problème, et après, il remettait la vidéo sans cette partie-là. À ce moment-là, encore que ça va. Parce que t'es encore dans l'optique où t'as pas encore posté la vidéo, bah, tu peux te rattraper. Quand ça fait 3 ans que tu l'as posté et qu'elle est encore en train de faire des vues après 3 ans, elle explose et tu te dis ah c'est sympa, ça va être une source de revenus. Et là quand elle commence à prendre son envol, il te la strike. Après tu vois, je vais dire la vérité, moi c'est une vidéo qui est sortie, elle a quand même mis 3 ans tranquille. Et enfin après ça dépend, genre s'il me strike, genre vraiment le vrai strike, genre en mode t'en as 3 tu dégages, là par contre je commence à m'inquiéter. Si c'est juste il me la bloque, il m'enlève la monétisation et pas de strike, faites. En 3 ans, j'ai fait mes vues, j'ai fait mes abonnés avec, j'ai eu ma visibilité, elle est sortie, je suis content, c'est pas très grave, tu vois. Ça me fera chier quand dans 5 ans, 10 ans, je voudrais la montrer à mes gosses, ou peut-être, je sais pas, peut-être que je voulais la re-regarder parce que elle a bien marché, que ça m'a fait plaisir et tout. Peut-être, ou simplement que les abonnés, ils aiment bien, plusieurs années après, revoir certaines vidéos. Ou comme tu dis, elle va travailler, il y a d'autres gens qui vont retomber dessus, et ça fait plaisir. Mais par contre, manger un strike 3 ans après, je commencerai à avoir un peu, tu vois, les fesses qui se serrent, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que, pour le coup, je trouve ça injuste comme système. Qu'est-ce que, selon toi, en fait, il faut mettre en place pour qu'une vidéo, elle fonctionne bien de l'idée à la publication, en passant par la miniature, le titre. Qu'est-ce que, pour toi, il faut absolument faire pour que ça marche et quelles erreurs que si tu les fais, bah forcément ça marchera pas. Faites comme moi, commencez la vidéo, vous insultez Mbappé et toute l'équipe et ça marche très très bien. Hein. si ça marche. En vrai, non, plus sérieusement, après, après, tu vois ça. En fait, tu vois, je rigole avec ça parce qu'il y a même mes collègues avec qui je tourne le podcast Real Madrid et tout, ils rigolent de ça parce que ils savent que je suis quelqu'un de très volcanique, ils savent que je suis quelqu'un de très, je suis espagnol donc je suis très, j'ai un tempérament très chaud. Et en fait, du coup, maintenant les gens savent, donc ils s'attendent déjà.
en cas de contre-performance du Real, que chez moi ça va être folklorique, tu vois. Ils le savent. Et ça fait trop rire quand je vois des commentaires qui disent ah, le débrief que j'attendais le plus, le mec il va dire les termes et tout, voilà, il parle français, c'est bien et tout, tu vois. Ok, mais en vrai de vrai, au-delà de la personnalité, le fait de faire des blagues et tout, moi je trouve que le plus important, forcément, quoi qu'il arrive, ça restera titre, miniature. Ça, c'est d'office. Et après, moi j'ai remarqué que le temps que plus je mets ma tête sur la miniature, mieux ça marche. Après, ça dépend les gens, mais c'est sûr que si tu commences YouTube dès le début, mets pas ta tête sur la miniature, parce que les gens te connaissent pas en fait. Ils vont se dire c'est qui ce mec, c'est qui ce bouffon, tu vois. Alors que quand les gens commencent à être habitués à voir ta tronche, qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, il y a ta tête. Dans tous les cas, ils te connaissent. Et peut-être qu'ils vont cliquer par curiosité, cliquer pour t'insulter s'ils t'aiment pas ou se foutre de ta gueule si ton équipe elle a perdu. Mais d'un côté, ça fait des vues. Et ça marche, hein, ça fait de l'engagement. Moi, le nombre de gens qui sont abonnés à moi pour le Barça, mais avec qui on se taquine parce que Real Barça, et qui viennent se foutre de ma gueule quand on a perdu, ça fait de l'engagement, ça fait de l'audience. Et d'un côté, ça fait de l'interaction. Parce que mine de rien, ils t'aiment pas, ou ils sont pas trop fans de toi, mais ils écoutent ta vidéo quand même. Donc c'est cool. Après, peut-être qu'ils font pas beaucoup de watch time, mais le plus important sur YouTube, c'est miniature, titre. Donc accrocher les gens et les faire venir, avec ta tête ou pas ta tête, peu importe. Si possible, ne pas mettre le même titre sur la miniature que sur le titre. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, il y en a, ils écrivent la même chose, alors que tu dois faire un truc complémentaire. Tu vois. En plus, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu as l'A/B testing de miniature. Donc tu peux tester plusieurs miniatures au pire. Une avec ta tête, une sans ta tête, une sans ta tête, et avec du titre. Comme ça, au moins, t'as un petit peu la formule et tu vois ce qui marche le mieux pour toi au début. Et après, forcément, réussir son intro. Une intro réussie, en vrai de vrai, tu vois, par exemple, je te dis une connerie. Mais à l'époque, on disait souvent bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, patati patata. Aujourd'hui, je le fais de moins en moins. Moi, je commence, tu commences dans le vif du sujet. Et éventuellement, tu le dis un peu après ça, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de ça, petite intro et terminé. Et tu vois, et tu continues ton truc. Mais en fait, il faut commencer, je trouve, par quelque chose de percutant. Soit tu commences par la bonne humeur, côté trash, une petite vanne. Tu vas, en fait, t'introduis ton truc de manière originale. Et en fait, les gens, ils aiment bien. Après, au bout d'un moment, quand ils te connaissent plus, là, tu te permets d'être un peu plus fainéant sur l'originalité de ton truc. Son intro. Mais c'est normal, en fait, c'est normal. C'est au début, il faut te faire connaître, il faut trouver ton public. Et les gens, ils viennent pour toi, après. Ouais, je rejoins totalement tes propos. On va parler peut-être partenariat, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'OP. Ouais. Comment tu as réussi à trouver tes premiers partenariats? Est-ce qu'ils sont venus à toi? Est-ce que toi, t'en as cherché de ton côté? Et si t'en as cherché, comment on fait pour trouver des partenariats? Alors aujourd'hui j'ai un agent. Aujourd'hui j'ai un agent, c'est lui qui cherche les OP pour moi. Après ça n'empêche pas qu'il y a quand même des OP qui tombent dans ma box, par exemple dans ma boîte mail. Et c'est moi qui les négocie tout seul par moment. Du coup mon agent prend pas de pourcentage si je sens que je peux le négocier tout seul. Ou si je considère que ce qu'on me propose c'est déjà intéressant. Même si moi j'essaye bien sûr en tant que petit filou de gratter un peu plus à chaque fois, évidemment, mais parce que ce qui m'énerve énormément, et s'il y a des entreprises qui nous écoutent mais vous y connaissez rien en marketing d'influence, je vous le dis, à un moment donné faut respecter un peu les créateurs de contenu. Après le problème c'est que quand t'es dans le football par rapport à d'autres niches, je constate qu'il y a moins d'OPSP, ou alors ça tourne toujours autour des paris sportifs et tout. Exactement. On ne parlera pas, évidemment, des gens qui font la promotion des faux maillots, évidemment. Ouais. Voilà, parce que je vous avoue un truc, j'ai au moins 15 mails par semaine, et je mens pas, et encore que je suis loin de la réalité, d'entreprises venues de je sais pas d'où, de Chine, de n'importe quel bled au monde, qui m'envoient des mails de faux maillots, et je bloque, à chaque fois je bloque, et je leur dis mais envoyez-moi encore un mail, mais je te jure j'envoie mon avocat, ce que tu veux, j'en ai pas d'avocat, hein. Mais juste pour faire peur, tu vois, et ils continuent quand même, hein. Mais bon, c'est hyper chiant, et ça me désole de voir des youtubeurs faire encore la promo de ce sites-là un peu farfelus, mais sinon à part ça, en vrai, les OPSP, en fait tu peux aller les chercher du moment que tu as des stats. Parce que les entreprises, elles ont deux stratégies. La rentabilité ou la visibilité. Certaines veulent les deux, mais en général, c'est l'un ou l'autre. Par exemple, RhinoShield, NordVPN, ou je sais pas, bref, on s'en fout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la visibilité. Parce qu'en fait, ils veulent, par exemple, que toi, quand tu penses à un VPN pour partir à l'étranger, ou pour sécuriser tes données, ils veulent que tu penses à quoi en premier? À NordVPN. Quand tu as une coque de téléphone, c'est pas du RhinoShield, hein, mais ils veulent que tu penses à quoi? À RhinoShield. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait en arrosant les gros youtubeurs. AirUp, les gourds d'AirUp.
Bah aujourd'hui, tu penses à une gourde, tu penses à AirUp. Et en fait, c'est ça la stratégie de visibilité. Et il y a les entreprises qui comprennent pas, c'est que quand tu payes un YouTuber pour faire ta sponsor, tu payes de la visibilité. Mais ça se paye bien parce que tu es un carton publicitaire. Et en fait, les gens, ils pensent que ça va être pas très cher. Mais si t'as des vues, mon grand, faut aligner la maille, hein, parce que on n'est pas, tu vois, on n'est pas des pigeons ici. Et en fait, les gens, ils comprennent pas que c'est comme mettre un panneau publicitaire dans la rue. Ça se paye. Même s'il n'y a pas de retour sur investissement, ça c'est leur problème. Moi je considère que si une entreprise, elle gagne pas assez avec un placement avec moi, c'est parce que son produit pue la merde. Enfin, qu'on se mette d'accord, ou qu'il l'intéresse pas. Parce que moi, je fais une vidéo, la vidéo, elle est validée par le client. Donc si elle est validée, c'est qu'il a bien aimé. Donc ça veut dire que moi je fais mon travail. Si le service ou le produit, il pue, ou il intéresse pas mon public, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais dans tous les cas, ça se paye la visibilité. Et aujourd'hui, soit tu vas aller chercher en disant, je fais tel contenu, je peux vous proposer tel projet, j'ai telle visibilité, ils te disent ok, c'est pour combien, tu négocies tant, emballer c'est peser. Et en général, c'est elles, quand tu deviens très gros, qui viennent te voir. Donc au bout d'un moment, tu vois, t'as même plus le temps de faire le travail inverse. C'est... Ouais, mais j'ai souvent ce problème avec les marques, c'est que souvent ils veulent te payer en fonction des gens qui rejoignent. Ah, ça c'est de la merde. L'affiliation, n'acceptez jamais de l'affiliation, s'il vous plaît. C'est une honte, ça. Ouais, mais c'est ça. Mais souvent, je leur dis, par exemple, même sur ce podcast-là, quand on a voulu nous sponsoriser, j'ai dit d'accord, je vais prendre la partie, la partie, si je vous ramène un client, genre plus dessus, mais je veux aussi un fixe. Ah, bien sûr. Parce que dans tous les cas, même si la personne voit le podcast et entre guillemets, elle clique pas sur le lien, dans sa tête, on a mis une image. On a mis que, par exemple, si vous voulez, comme tu as dit, avoir un VPN, bah il y a NordVPN. Donc ce truc-là, même si dans 3 mois ça se débloque dans le cerveau du mec parce qu'il va partir en voyage à ce moment-là, bah en fait c'est moi qui te l'ai ramené. Donc ça se paye. Bah surtout que tu mets ton image en jeu en fait, parce que tu associes ton image à une marque et en fait tu leur donnes de la place dans ta vidéo. Et je suis désolé de le dire, mais un sponsor sur une vidéo, ça gâche la qualité de la vidéo. Enfin moi quand j'ai une très belle vidéo sur ma chaîne manga que j'ai fait et tout, bah en fait placer une sponsor dès le début, même si les gens maintenant ils ont tendance à les skipper, ça gâche le rythme de la vidéo, ça gâche le début, ça gâche la beauté globale de la vidéo quoi. Donc c'est un peu chiant. Et donc en fait forcément donc tu leur alloues du temps, c'est comme une entreprise qui paye pour passer sur TF1. T'es pas sûr que ça leur apporte des choses, ça fait de la visibilité, mais ils ont dû payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour passer quelques secondes, tu vois. Et en fait, ça, les entreprises, elles pensent que nous, on est des pigeons qu'on peut avoir facilement, ou du moins faire du marketing à moindre coût. Et ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, heureusement, ça tend à se professionnaliser. Sauf que moi, où je tire à boulet rouge, par contre, sur la plupart des youtubeurs foot, c'est qu'ils ne savent pas négocier leurs sponsors. Et que moi, quand j'entends une entreprise qui me dit qu'un youtubeur qui a 300 000 abonnés, il a pris 350 € pour une vidéo, c'est que je vous dis, mais écoutez, vous êtes tombé sur la merguez du groupe. À un moment donné, ça y est, vous êtes tombé sur un mec. Et tu sais que je me suis, mais véridique, hein, je me suis embrouillé l'autre jour avec une entreprise. Je leur ai dit, bah écoutez, vous êtes tombé sur le pigeon de service, mais moi, je connais ma valeur, je sais ce que je peux apporter. Si je vous dis que c'est 600 €, c'est 600 €. Après, pour l'anecdote, en général, 10 000 vues, tu le négocies entre 250 et 300 balles, à peu près. Et quand tu as 50 000 vues, c'est en général un peu plus de 1 000 €. Et quand tu as 100 000 vues et quelques, c'est en général 2 à 3 000 €. En général. C'est un peu comme ça qu'on négocie. Le nombre d'abonnés, c'est une variable aussi à prendre en compte. Et après, tu as aussi tout ce qui va être... c'est con hein, ce que je vais te dire, mais le commentaire épinglé, ça aussi, ça se négocie. La vidéo en page d'accueil de YouTube, ça aussi, ça se négocie. Pour combien de temps tu vas la laisser Est-ce que je sors une vidéo le lendemain ou pas? Est-ce que pour vous, vous donnez un peu plus, mais je sors pas de vidéo pendant 3 jours, vous avez 3 jours de... Tu vois et le partage en story Instagram, le truc comme ça. Ça se négocie, mais ça c'est des trucs à la con que les gens pensent pas. Et mine de rien. Ouais, mais mon gars, c'est comme ça. Et après le pire, autre astuce, l'entreprise. Je vous fais un petit cours gratuit de. Il est bon. Il y a aussi un truc qui m'énerve au plus profond. Ok, les gens ils t'ont payé pour la vidéo, mais quand ils te disent, est-ce que tu peux nous l'envoyer pour qu'on fasse du Facebook Ads dessus? Mais mon grand, tu veux la vidéo Facebook Ads? Eh ben. Paye-moi un bonus en plus. Parce que moi sur YouTube, je contrôle à qui je monte ma vidéo. Mais ta vidéo sur Facebook Ads, là, je sais pas à qui tu vas la montrer, à combien tu vas la montrer. Donc ma tête, pour l'afficher devant des millions de gens, tu vas payer en plus. Ou sinon, t'as pas la vidéo en plus. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu passes d'un chèque à 400 balles à peut-être 1400 balles pour une vidéo. Mais c'est parce que
Ça s'appelle négocier. Et ça s'appelle avoir des arguments, une répartie. Et montrer que tu as de la valeur. Et c'est con, mais c'est comme ça que ça marche. J'ai eu ce même problème avec un sponsor et ça nous a pris 3 semaines pour retirer cette ligne du contrat où ils pouvaient utiliser le contenu pour faire des pubs avec. Et soit il dit soit tu payes, soit tu le retires du contrat, c'est tout. Et au final, il l'a retiré. Donc voilà. Je me suis fait avoir une fois comme ça. Et ben je peux te dire que ça n'a jamais été 2 fois. C'était pour une vidéo, pour l'anecdote, c'était pour j'avais fait alors c'était même pas pour ma chaîne YouTube hein, c'était juste j'avais fait une vidéo, c'était pour AFK Arena, un jeu mobile à la con là. Et en fait, ils m'ont pas dit, ils m'ont dit on te donne 400 balles pour le faire, c'est même pas sur ta chaîne YouTube, c'est juste pour nous, etc. Moi, j'avais compris que c'était juste pour leur site web, tu vois. Et au final, je vois pas ma tête sur toutes les rerolls YouTube, les pré-rolls YouTube, pendant 3 mois, frère. Pendant 3 mois. Et j'ai des potes qui m'envoyaient en screen et tout, même des gens qui connaissaient à peine, ils ont vu ça, ils m'ont envoyé. Et je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Pendant 3 mois, ils ont bombardé la vidéo. Partout. Et c'était horrible. On m'en a parlé pendant 6 mois. Et pour 400 balles, j'ai fait, allez, c'est bon, je me suis fait rouler là, tu vois. Et en fait, depuis, intransigeant là-dessus. Alors, on a parlé de partenariat. Si on devait parler globalement de tes revenus, qu'est-ce qui te fait vivre? Il y a quoi, les pubs, les partenariats? Est-ce que tu as autre chose? Ouais, voilà, c'est ça, c'est Facebook. Enfin, j'ai Facebook, non, mais c'est les YouTube Ads. Enfin, pas YouTube Ads, AdSense, pardon. YouTube AdSense, c'est ça, hein, YouTube AdSense. Les sponsors, oui, après j'en ai pas spécialement beaucoup, ça dépend les périodes, hein. Là surtout en janvier c'est un peu la crise, tu vois, parce que tout a été mis dans Noël évidemment pour les boîtes. Ça reviendra sûrement vers mars-avril, voilà, après que la période fiscale se finisse. Après j'ai ma boîte de freelance à côté, donc ça me permet d'enregistrer un certain nombre de chiffres d'affaires suivant les clients que j'ai, suivant les missions qu'il y a et tout, donc ça va, tu vois. Et après ça arrive que je donne des cours dans des écoles. Ça arrive sur mon activité, sur les réseaux, tout ça. Ça dépend. Et après, voilà, c'est des petites prestats que je fais. Mais globalement, YouTube, ça me permet de payer au moins le loyer et bien plus. Mais après, les prestats, c'est ce qui me rapporte le plus. Sachant qu'après, à côté, comme je te disais, j'écris un roman, etc. Et j'ai des projets qui sont pas encore dévoilés sur YouTube, qui vont sortir dans l'année, voire un peu après. Donc au final, tu vois, l'un dans l'autre, j'investis, je fais des trucs et tu vois, ça va permettre au bout d'un moment d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que c'est hyper important quand tu es créateur de contenu de se développer. Et ne vous lancez pas sur YouTube à temps plein si vous n'avez pas autre chose à côté et surtout si vous n'avez pas un sacré parachute. Parce que YouTube à temps plein, juste ça, c'est très très dur. Hein, et c'est trop aléatoire, surtout quand tu commences et que tu n'as pas au moins un certain palier où tu es sûr qu'avec rien que les revenus YouTube, sans sponsor, tu es déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très dur. Si on pourrait donner un ordre d'idée aux gens qui nous regardent, là, tu as 93 000 abonnés. Ouais. À quel point tu t'en sors bien avec une chaîne YouTube? Allez, 93 000 abonnés, sachant que j'ai fait, par exemple, le mois de novembre, octobre, là, où j'ai fait un mois stratosphérique. Voilà, ma chaîne YouTube, elle a encore plus décollé, c'était de manière imprévue, hein, où j'ai commencé à faire des 50 000 vues par vidéo, tout ça, avec la période du Ballon d'Or, le Real contre Dortmund et tout, le match de folie qu'il y avait eu, etc. Où j'avais bien explosé cette période-là, c'était quand même assez incroyable. J'ai gagné 1200 rien qu'avec les revenus YouTube, tu vois. Donc c'était quand même assez incroyable quand même, mine de rien. Et après, il y a eu quelques sponsors et tout, donc rien que le même mois, la même chaîne m'a rapporté 2 à 3 000, tu vois. Sans parler de la chaîne Manga, à côté, qui était un peu plus en stand-by, mais qui a quand même rapporté, parce que j'ai eu des sponsors dessus. Donc, tu vois, on a quand même chiffré à un très beau score, hein. Sachant que j'avais encore 2 clients en freelance à ce moment-là. Ouais, tu vois, sans mentir, en transparence, j'ai fait un chiffre d'affaires à peut-être 8 000 euros, tu vois, le mois de novembre. Ok. Tu vois, et encore que j'y suis allé doucement. J'aurais pu faire plus, mais honnêtement, j'étais tellement bien que j'étais en mode, allez, tu sais quoi, tranquille. Tu vois. Ouais, ce que je retiens, c'est que si vous voulez vous lancer à plein temps, déjà, comme il a dit Alex, peut-être avoir quelque chose à côté, mais surtout, de ce que j'entends, c'est vraiment les montagnes russes. Ouais. Donc, par exemple, s'il y a un mois, vous gagnez 8 000, vous faites 8 000 de chiffre d'affaires,
bah, essayez de coffrer un petit peu pour les mois où vous allez faire 800 ou 600 de chiffre d'affaires. On sait pas parce que il y a des périodes de... Surtout qu'il y a l'URSSAF, hein. Il y a l'URSSAF qui est là, donc tu payes 25% de ton chiffre d'affaires directement dans les poches de l'État. Mais après, globalement, en fait, le truc c'est que ouais, t'as des super mois par moment. Mais c'est vrai que sur YouTube, en fait, surtout quand t'arrives au mois de janvier, les publicités, il y en a beaucoup moins. Ce qui fait que s'il y a moins de publicité, bah, YouTube a aucun intérêt en fait à pousser ta vidéo. Donc ça fait que même si t'as des abonnés, la vidéo est moins recommandée. Et donc forcément, bah, tu feras moins de vues. Donc moins de vues, moins de vidéos, enfin d'argent, moins de publicité, moins d'argent aussi. Peu importe combien de vues tu fais. Le RPM, donc le revenu pour 1000 pubs, bah, il va beaucoup baisser. Et en fait, l'un dans l'autre, ouais, il y a des mois où tu gagnes moins, d'autres où tu gagnes plus, d'autres où tu as des sponsors, etc. Donc, faut quand même, tu vois, se dire que c'est comme ça. Et en fait, comme tu dis, faut coffrer, faut être intelligent, faut pas cramer son oseille pour rien. Et après, comme je dis, moi, c'est parce que j'ai aussi ma boîte de freelance à côté. Et que j'ai des clients qui me payent bien pour le temps que je passe dessus, qui sont contents de ce que je fais, et dont je peux me permettre de facturer plus. Et voilà, après, ça, c'est l'expérience. Mais quand t'as que YouTube, moi, honnêtement, si j'avais que YouTube, je serrais un peu les fesses de temps en temps, tu vois. Après, c'est juste que j'ai 2 chaînes YouTube aussi. Et que je vais bientôt faire l'exploit, enfin je dis l'exploit, mais d'avoir 2 chaînes sur 2 thèmes différents qui vont arriver à 100 000. L'autre, elle a 150 000 abonnés, donc ça fait déjà depuis un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec ça, ça reste très dur YouTube. Évidemment, tu as des paliers plus simples que d'autres. Et il y a des YouTubeurs qui vivent très bien avec une seule chaîne dès qu'ils ont passé les 300 000 abonnés. De toute façon, pour moi, je considère que si tu as passé les 250-300 000 abonnés sur une chaîne, en général, la vie est plutôt facile. Parce qu'après, t'as en général, si t'es bon, 30 000, 50 000, 60 000 vues minimum par vidéo. Et là, les sponsors, ça afflue. Hein. Ça afflue. Tu les négocies entre 800 et 1200 euros. T'en mets 2 sur ta chaîne en un mois. T'es refait, hein, plus les vues, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même atteindre un palier intéressant. Et après, ça y va. Mais pour atteindre ce palier, forcément, Ça prend du temps. ça prend du temps, il faut charbonner. On va conclure ce podcast en te posant une question. Comment tu te vois dans 2-3 ans au niveau de tes activités, au niveau de YouTube, les projets, etc. Enfin, ceux que tu peux mentionner, pas les secrets. Bien sûr, bien sûr. Bah là, tu vois, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans à la fin du mois. Je sais, on dirait pas, on dirait que j'ai 22 ans, etc. Je sais. Mais tu vois, donc 30 ans à la fin août, tu vois, de 2025. Bah forcément, déjà, ça pose un cadre, déjà aussi. Comment je me vois dans 2-3 ans, je t'avoue que je sais même pas ce que je vais faire demain, donc je sais pas. Non, mais pour répondre plus sérieusement, toujours continuer les vidéos d'ici 2-3 ans, ça c'est sûr. Et en fait, tout dépendra aussi de mes projets que je suis en train de monter. Tu vois, parce que je compte les lancer d'ici la fin de l'année, comme je t'ai dit, ou l'année prochaine. Donc globalement, en fait, tout dépendra de ça aussi, parce que c'est clair qu'on peut pas. Et ça dépendra aussi de l'évolution de la chaîne. Si la chaîne évolue, c'est top, c'est-à-dire que tout va être croissant, les revenus, les vues, les machins, les abonnés. Si la chaîne stagne ou régresse, forcément, je me poserai d'autres questions. Mais après, comme je l'ai dit, c'est que moi, ce qui est bien, c'est que j'ai plusieurs activités qui grossissent, etc. Donc ça permet déjà d'anticiper éventuelle baisse d'un côté avec un pic d'activité de l'autre. Tu vois, ça me semble pas possible que tout s'écroule. Enfin, du moins, c'est plus probable que ça monte que ça s'écroule. Donc globalement, avec l'amélioration des concepts, apporter d'autres concepts. D'ici 2-3 ans forcément, hein. C'est ce que je continue à faire tout le temps. Des formats, des idées, améliorer les vidéos. Et après, voilà, moi mon rêve, de toute façon, en tous les cas, c'est d'en vivre le plus longtemps possible. Et de pas retourner dans le salariat, ça c'est sûr. Et ça c'est hors de question. Et je suis habitué à mon mode de vie et je compte pas le lâcher. Et après, là actuellement, tu vois, je suis célibataire, mais c'est con. Mais si je rencontre quelqu'un dans l'année, tu vois, je rencontre une femme dans l'année. Imaginons dans 3-4 ans, j'ai un enfant ou envie d'avoir un enfant avec elle, etc. Ça peut tout changer aussi. Ouais. Et donc ça dépend. Mais donc moi, mon objectif, c'est de réussir le plus possible, coffrer le plus possible. Et en fait, acheter un appart, une maison d'ici 3-4 ans, maximum, et être bien en fait, et être à l'abri. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Bah, écoute, Alex, ce fut un plaisir. C'était un podcast très intéressant, merci. très captivant. J'espère que les gens ils apprendront pas mal de choses parce que même moi j'ai appris pas mal de choses, notamment le fait que ça se négociait de laisser 3 jours après une vidéo. Ça, franchement, j'ai fait plein de choses avec des sponsors. Ça, j'y ai jamais pensé à leur dire vas-y pendant 3 jours je peux poster rien derrière. De toute façon, t'as mon contact maintenant. Déjà, merci pour l'invitation, c'était très très cool. Question très pertinente, donc bravo à toi pour ton podcast. Et t'as mon contact, donc si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Et je t'aide avec plaisir à négocier ça. Bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Likez, abonnez-vous et à bientôt sur Créateur de Succès.
Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.